Alors, bienvenue dans cette vidéo, donc, dans lequel on va voir le deuxième article, si on veut, du bouquin La motivation. Et c'est donc D'où vient la motivation de Fabien Fenouillet. Alors, qui est Fabien Fenouillet? Vous voyez ici sa photo. Donc, c'est la référence en France de la théorie de la motivation, justement. Donc, il est professeur d'université, psychologue cognitif, donc à l'université de Rennes 2. Et c'est donc le spécialiste de la motivation. Comme vous voyez, la bibliographie, ce qu'il a écrit. C'est donc les théories de la motivation, motivation et réussite scolaire, intéressant pour nous, psychologie pour l'enseignant, etc., etc. D'accord. Alors, la page Wikipédia n'est pas super détaillée. Elle ne nous apprend pas grand-chose sur la théorie de la motivation elle-même. Ça nous dit juste qui il est. Ok. Alors, donc, il nous débute, alors pareil, retour aux sources. Et donc, lui, il prend source à Darwin. Et donc, il fait le passage Darwin-Freud. Alors, pourquoi Darwin? Pourquoi l'évolution? Bon, ben, en fait, on peut commencer ici. Dans l'Antiquité, pendant très très longtemps, il y avait une claire distinction entre l'homme et l'animal. La pensée, c'était que l'homme et l'animal étaient fondamentalement différents. Par exemple, Platon, séparation du corps et de l'âme propre à l'être humain. Pour les Grecs, les connaissances permettent de faire les bons choix et de ne pas être dominé par ses passions. Bref, euh, pour les gens, en général, c'était l'homme ne pouvait pas être vu comme un animal. Et c'est donc Darwin avec cette théorie de l'évolution. Donc, vous voyez Charles Robert Darwin, la photo ici, 1809-1882. Évidemment, bon, bah, théorie de l'évolution, hein. Donc, qui replace l'homme comme étant, bah, dans l'évolution, donc comme étant un parmi bah, toutes les branches des animaux, etc. Et donc, de là, de nos ancêtres communs, nous avons donc bien un certain nombre d'instincts que nous partageons avec les animaux. Donc il nous dit, Darwin, l'homme a en commun avec l'animal un petit nombre d'instincts, tels que celui de la conservation de soi, l'amour sexuel, l'amour de la mère pour ses petits, le désir de ces derniers qu'ont de téter, etc., etc. Et donc, on en revient avec Darwin. Il y a donc une base commune entre l'homme et l'animal. Et donc, comme l'animal, ben, il subit ses instincts, il suit ses instincts, et bien de même, nous partageons avec l'animal un certain nombre d'instincts. Et donc, c'est pour ça que on revient, pour la théorie de la motivation, sur l'instinct qui explique un certain nombre de comportements, l'instinct maternel, l'instinct de survie, etc. Et bah, ça continue, donc initialement notre comportement échappe à la raison puisqu'on est soumis à nos instincts et la psychanalyse va nous dire que l'individu n'a pas accès aux véritables raisons de ses actions. Finalement, bon alors c'est passion, c'est héros, c'est thanatos, mais c'est donc l'instinct qui échappe à notre raison. Pour les psychanalystes, c'est le- l'inconscient, pardon, euh, qui est source de nos comportements et pas du tout la raison ou le conscient, quoi. Ok, et donc là-dessus, toujours les mêmes acteurs, arrive le behaviorisme. Donc eux, ils remplacent complètement le paradigme donc innéiste, qui vient de l'inné, par un paradigme pardon, comportementalisme. Et donc tout est acquis cette fois-ci. Pour les behavioristes, ils voient que l'ensemble des comportements, humains ou animaux, s'explique par des associations de stimulus-réponse à un comportement, enfin, donc un comportement plutôt réponse à un stimulus, c'est-à-dire du genre signal-réponse. Alors, ce qu'ils voient, c'est qu'ils peuvent faire des expériences avec le chien, avec des souris, etc., etc., et que bah, ces animaux apprennent des choses selon les stimuli, les associations qu'ils font. Et donc ils se disent, enfin les behavioristes se disent que nos comportements en fait sont appris. C'est parce que le chien a eu des boucles positives qu'il adopte tel comportement. S'il a eu des boucles de rétroaction négatives, eh ben, il va fuir certains comportements, il ne va plus les faire parce que voilà. Et donc, eh bien, il n'y a plus du tout d'inné, comme vous voyez, tout aurait été acquis, donc très très jeune dans, pour le chien, etc. Et donc nos comportements seraient appris. Mais enfin, les behavioristes, ils se rendent compte quand même que pour qu'il y ait un apprentissage, par exemple pour un chien adulte, etc., il est nécessaire que l'animal soit affamé, c'est-à-dire qu'il ait ou assoiffé, ou ait peur de recevoir un choc, ou etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un besoin physiologique initial
d'accord, qui motive l'animal et en ce cas, il apprend. Si votre chien il est très très bien nourri, bah, il va se coucher et il en a rien à faire de savoir si il y a la sonnette avec le morceau de gâteau ou pas. Pareil pour les rats, pareil pour les pigeons, etc. Dans les différentes expériences. Par contre, si le rat est affamé et que pour sortir et que c'est en sortant du labyrinthe qu'il trouve le morceau de gâteau, il va se rappeler beaucoup mieux comment on sort du labyrinthe. Alors donc, euh, les biavoristes, tout est appris et le comportement, il répond. Enfin, vous voyez il y a besoin d'un besoin, si je peux dire là. Hein, il y a un besoin initial ici. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le drive. Euh, Hull, hein, qu'est-ce que ce serait que le drive? C'est le réservoir d'énergie qui pousse l'organisme à adopter un certain comportement. Alors, en fait, comme ils se rendent compte ici que il faut que l'animal soit assoiffé ou ait faim ou ait peur de recevoir un choc, etc., ils reprennent une théorie de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne. Hein, et donc, ils se disent que ce sont les déficits physiologiques qui poussent l'organisme à l'action, l'énergie étant apportée justement par ce drive. Hein. Donc, l'organisme est animé par des processus physiologiques veillant au maintien, enfin, à retrouver son équilibre. Alors, il y a plein d'exemples. Hein. Par exemple, si on court, on commence à manquer d'air, etc. Donc, il y a rupture de l'homéostasie, il y a un déséquilibre interne. L'organisme euh, commence à changer, hein, il y a des processus physiologiques, on commence à halter, on commence à transpirer, notre circulation cardiaque, etc., augmente beaucoup. Tout ça, enfin voilà, et donc on va avoir des comportements pour revenir à l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on va arrêter de courir, qu'on va essayer de se reposer le plus possible, etc., pour revenir à l'équilibre. Donc pour les biavoristes, eh bien voilà, c'est bon. L'homéostasie, c'est donc lorsque le corps est tout en équilibre interne. Dès qu'il y a rupture de cet équilibre, il y a une tendance naturelle à vouloir revenir à cet équilibre-là. Pour motiver ce comportement, si vous voulez, il y a le drive, hein, c'est donc le réservoir d'énergie qui vous pousse à revenir qui vous permet de revenir à cet état d'équilibre. Voilà, on voit ça ici. Hein. Un état de privation conduit à un déséquilibre interne, par exemple si vous avez faim, etc., enfin vraiment en famine, hein, et crée donc une motivation à agir pour restaurer l'état d'équilibre. Donc là, vous avez un drive, vous avez un but, c'est-à-dire vous nourrir pour, pour revenir à l'équilibre, pour ne plus subir la faim. Voilà, et donc les biavoristes hein, voient bien que si l'animal n'est pas du tout motivé, il n'apprend rien. Et de même pour les humains, si vous n'êtes pas motivé, le système punition-récompense, euh, euh, ben, ça ne marche plus hein, pour apprendre. Et donc le drive a aussi ses limites. Donc toujours les mêmes acteurs qui rentrent en jeu dans cet article, l'approche cognitiviste. Donc ça commence dans les années 50, toujours pareil évidemment. Et donc ils se rendent compte, alors c'est intéressant la théorie de l'expectation-valeur. Vous voyez que donc ce sont les mêmes personnages, hein, les cognitivistes, mais là on va avoir quelque chose un petit peu différent. Donc en fait ils s'aperçoivent que la valeur de la réussite dépend des attentes de l'individu. C'est-à-dire que lorsqu'on a une victoire facile, bah, ça a peu de valeur, alors que lorsqu'on s'attendait à un échec et qu'on a une victoire, ça a beaucoup de valeur à nos yeux. Et donc, c'est la théorie eh bien, de l'expectation-valeur. Donc, qu'est-ce qu'on espérait? Et puis, plus nos attentes, enfin, voilà, on peut porter beaucoup de valeur si on espérait quelque chose, un échec, et qu'on a eu une réussite, alors qu'inversement, si c'était trop facile, on n'y apporte pas vraiment d'importance. Donc on passe, alors il y a d'autres notions qu'ils remettent en circulation, la volition, l'intérêt, etc. On passe donc de l'explication ici où il y avait un déséquilibre physiologique à un déséquilibre psychologique, c'est-à-dire que l'origine de la motivation, c'est souvent lié à des besoins psychologiques, comme le besoin social. Je vous rappelle, hein, les cognitivistes, hein, c'est expliquer le but, donc vous avez un but, hein, et vous avez donc des plans d'action que vous mettez en place, etc. Et donc ce but, c'est souvent d'origine en fait psychologique, où ils nous disent ça. Voilà, et puis donc, pendant 20 ans, eh ben, ils se sont développés d'autres très nombreuses théories encore. Donc par exemple celle de Bandura, qui donc nous dit que la motivation serait en lien en tout cas avec le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire la croyance que se forgent les individus de leur capacité et non
de réussir à réaliser les objectifs. Alors quelque chose d'important à comprendre ici, hein, c'est que pour l'efficacité personnelle, dans ce cas-là, c'est la croyance que se forgent les individus sur leur capacité. C'est pas leur capacité réelle, c'est ce qu'ils croient pouvoir faire. Ok. Donc, par exemple, vous seriez motivé si vous pensez être bon dans quelque chose, d'accord. Euh, et vous pensez le réussir, même si au final, peut-être vous n'allez pas le réussir, hein. Voilà. Donc, même constat que dans le premier article, les théories modernes de la motivation ne reposent pas sur les mêmes bases, hein. Certaines sont physiologiques, d'autres sont psychologiques, certains c'est l'inné, d'autres c'est l'acquis, d'autres c'est drivé par les buts, d'autres c'est tout l'inconscient, enfin bref. Mais il y a néanmoins des rapprochements, par exemple ceux que l'on vient de voir ici. L'autodétermination et le besoin de compétences, c'est donc qui était en lien avec les approches cognitivistes, c'est très proche de la notion d'efficacité personnelle de Bandura. La seule différence qu'il y a entre les deux, assez fondamentale quand même, c'est que pour la seconde, c'est la croyance en l'individu dans sa capacité à faire, alors que dans le premier, c'était plutôt il recherchait cette capacité effective. Alors, on reviendra sur la notion des motifs, parce que là, dans l'article, c'est vraiment trop court, hein, ici. Mais donc, il y a des motifs primaires, donc instinct ou besoin physiologique, et puis des motifs secondaires, voire sans lien avec les drives, les valeurs, les buts. Mais on reviendra là-dessus. Et donc, au terme de tout ça, on voit que, donc, par exemple, la peur du cognitivisme, mais aussi de Mandura, hein, c'est donc la prise en compte de la prédiction, c'est donc la théorie de l'efficacité personnelle, c'est-à-dire que pour être motivé, il ne suffit pas de savoir ce que l'on veut faire, hein, mais il faut aussi savoir s'estimer capable de le faire, d'accord? Si vous savez que vous voulez faire quelque chose, mais que vous vous sentez totalement incapable, vous n'allez pas être motivé à faire cette chose-là, d'accord? Par exemple, moi demain, courir le marathon, c'est pas possible, d'accord? Voilà, je ne m'estime pas capable de le faire. Mais si je commence petit à petit, etc., donc là, peut-être je m'estimerai capable et donc je vais être motivé pour le faire. Donc pareil, les théories modernes ont mis en évidence les mécanismes motivationnels liés à la prise de décision lorsque vous avez plusieurs conflits d'intérêts, etc. Ou encore des stratégies qui conduisent l'individu à adopter certains comportements. Ça, c'est vraiment les cognitivistes, hein, qui, parce qu'avec les plans d'action, avec l'explication, euh, voilà, on peut analyser ce que les gens font dans le but d'aboutir à un résultat. Alors ces plans d'action, eh ben, ils ont leur importance, hein. Par exemple, dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement, si l'élève ne met pas en place les bonnes stratégies, eh ben, ces efforts pourront difficilement aboutir. Donc il faut, le plan d'action est aussi très important, hein, pas seulement la motivation, mais la façon d'aller au but. Et enfin, on a vu, donc on l'avait vu aussi précédemment avec le running et le flow, là, que le résultat lui-même peut être la source de la motivation. Donc voilà, l'état de flow, état extatique où l'individu oublie tout ce qui l'entoure sauf l'activité elle-même. Donc l'on peut retrouver, donc alors les exemples qui sont donnés, c'est donc le running pour les gens qui aiment courir, et mais aussi les jeux vidéo pour les jeunes qui veulent rester dessus et ne rien faire d'autre de la journée. Enfin, pour finir, l'auteur nous signale que la motivation n'est plus considérée comme un état fixe, si on veut, mais comme un processus qui passe par différentes étapes jusqu'au résultat que vise un individu, en particulier via les psychologies cognitives. D'accord. Voilà, donc cette partie de l'article-là est quand même assez compliqué, assez technique, hein, et peut-être il manque des étapes. Donc c'est pas grave, dans le livre on va compléter, et puis après ben, il y a plein d'autres bouquins pour compléter, revoir les choses précisément, les différents éléments. Donc voilà pour ça, et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec, alors là par contre c'est vraiment très bien, c'est très dynamique, 5 questions clés sur la motivation d'Alain Liori.